Alors, Sylvain, 5 ans d'expérience à Agde. C'est pas mal déjà. Donc déjà merci pour m'avoir invité là, à ce forum pour vous présenter le retour d'expérience sur Agde. Alors on va parler de clés de réussite. Alors je ne sais pas si c'est le bon terme, vous me direz après si ça a été une réussite, mais en tout cas ça fonctionne pas trop mal et on a quelques éléments d'expérience à partager ici avec les personnes qui sont dans la salle. Donc là, je vais vous présenter une zone de mouillage qui a été créée sur Agde, dans l'aire marine protégée de la côte agatoise, qui est gérée par la ville d'Agde et une direction de gestion du milieu marin qui a été créée il y a 8 ans à peu près. Aujourd'hui, on est 8 agents qui gérons l'espace maritime et plus particulièrement l'aire marine protégée de la côte agatoise et dans lequel il y a également une réserve marine qui a été créée il y a 2 ans. Alors, c'était pas nous, ça. Voilà. Donc, c'est vrai, quand on m'a appelé, m'a demandé de faire un retour d'expérience sur Agde, j'ai voulu décomposer un petit peu le projet en 3 grandes phases. Et on voit que finalement, on recoupe à peu près toujours les mêmes étapes, on va dire, de progression du projet. Il y a la partie, voilà, quelle est la problématique et quelle idée, vers quelle idée on va de cette gestion du mouillage. Alors c'est vrai que j'ai entendu parler de conservation, j'ai entendu parler également de gestion de la fréquentation. On peut parler également de sécurité également dans ces zones-là. Donc c'est vrai que chaque porteur de projet a sa problématique, mais je pense que c'est vraiment une étape clé dès le départ, c'est-à-dire qu'on n'est pas là, nous, gestionnaires d'un espace naturel, pour gérer directement, faire des espèces de parking, j'ai envie de dire, sur l'eau. C'est pas notre choix premier, mais à un moment donné, il y a certaines problématiques qui vont faire qu'on va s'orienter ou pas vers une zone de mouillage ou pas, où on peut tout simplement aussi décider à un moment donné de laisser faire ou d'interdire le mouillage. Mais si on l'organise, il va falloir bien le définir. Et si on le définit, il va falloir un diagnostic. Et donc juste avant, on a bien vu la question du diagnostic qui est plus que l'étape essentielle, on va dire, dans le projet. Tout simplement parce que si on ne pose pas le bon diagnostic dès le départ, on n'aura pas la bonne finalité dans l'utilisation de la zone de mouillage et ça ne répondra pas aux attentes de nos plaisanciers. Et c'est vrai que ce diagnostic, c'est vraiment quelque chose qui doit se faire en concertation. Je vous ai mis un peu la concertation comme un fil directeur un peu à ces 3 grandes phases, mais c'est vrai qu'elle doit se faire dès le début et jusqu'à la fin, et le diagnostic il doit être partagé avec les acteurs et puis bien définir également quels sont les moyens qui vont derrière nous permettre d'assurer, parce que je vous montrerai un petit peu le retour d'expérience sur Agde. Une gestion d'une zone de mouillage, c'est quand même quelque chose d'assez lourd pour une collectivité. Et ça demande des moyens techniques et des moyens humains qui sont pas négligeables. Et puis, il y a toute la partie gestion qui est de suivre un peu l'efficacité de cette zone de mouillage. Et on verra dans un petit exemple que je vous ai montré qu'on a une évolution des activités. Et pour moi, une zone de mouillage, elle doit être adaptative. C'est-à-dire penser une zone de mouillage sur quelque chose, sur une stratégie figée, je pense qu'on aura du mal derrière à avoir une efficacité qui soit reconnue par les usagers. Et je pense que le propre de ces zones de mouillage, c'est qu'elles doivent pouvoir s'adapter dans le temps. Alors ça pose quelques contraintes, bien sûr, mais je pense qu'aujourd'hui, on voit tous que la plaisance évolue, et cette évolution de la plaisance nous oblige, nous, gestionnaires, à le prendre en compte. Donc sur la partie diagnostic, je ne vais pas trop m'étendre sur la partie diagnostic parce que ça a été en plus bien présenté juste avant. Nous, on a vraiment mis une année, plus d'une année sur site, à compter tous les bateaux, à regarder quelle était la longueur du bateau, à aller faire des enquêtes, à aller poser la question pourquoi vous venez là, combien de temps vous restez, où est-ce qu'est votre port d'attache, quels sont les objectifs que vous avez quand vous venez sur ce secteur-là. Donc on a tout compilé, on a vraiment fait une fréquentation très exhaustive
et actualisé. Ça, c'est important aussi d'avoir un diagnostic actualisé parce que il y a des études qui sont faites il y a quelques années et puis quand on les reprend derrière, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la longueur des bateaux est peut-être pas la même, les objectifs sont pas les mêmes, et il y a d'autres usages qui se sont greffés sur ce secteur-là, qui n'étaient pas, où on va créer, il y a d'autres modalités, on voit tout l'électrique aujourd'hui, les foils, toutes ces activités qui arrivent, qui sont peut-être un petit peu moins concernées par l'ancrage, mais on voit qu'il y a une évolution des activités, et ça c'est bien d'avoir un diagnostic qui soit le plus précis et on va dire avec un pas de temps le plus court par rapport à la réalisation du projet. Ensuite, bien sûr, on est parti sur des analyses écologiques, donc une cartographie très fine. Pourquoi une cartographie de la zone ? Parce que les types d'ancrage qu'on va utiliser ne vont pas être les mêmes. Et donc, si on est sur de l'herbier, sur de la roche ou sur du sable, on ne va pas du tout utiliser le même type d'ancrage. Et c'est des petits détails, c'est ce que je vous dis là, mais au final, ça fait vraiment gagner beaucoup de temps quand on monte le marché et qu'on a des réponses derrière, quand on est capable de dire qu'on souhaite 10 ancrages sur sable et 5 ancrages sur roche, parce que ça va orienter les prestataires sur l'offre, et ça évitera de perdre du temps et de faire des allers-retours, et notamment également dans les dossiers réglementaires, pour bien spécifier le type d'ancrage qui sera mis. Donc une cartographie très fine des fonds, une bathymétrie très fine aussi, parce que les lignes de mouillage, et on voyait ce matin les cercles d'évitement vont dépendre de la taille du bateau, mais aussi vont dépendre de la bathymétrie. La ligne étant calculée en fonction de la hauteur d'eau, plus on est sur des grands fonds, plus le rayon d'évitage va être grand. Donc ça, c'est des éléments à prendre aussi en compte. Et toute la partie étude des sols, alors c'est vrai que je suis étonné de ne pas avoir trop vu ça ce matin dans les premiers projets, mais encore une fois, nous on a été très surpris, on en a fait, mais on l'a peut-être pas assez fait. Et quand on a commencé à mettre des vis à sable et qu'au bout de 1 mètre, il y avait de la roche, et du coup, c'est pas le même projet derrière. Et il faut repenser soit le positionnement du mouillage, soit travailler différemment. Donc, nous, la zone de mouillage, elle est constituée au total de 2 zones. Il y a 2 petits secteurs. Il y a un grand secteur et un petit secteur. Il y a le grand secteur ici, où vous avez 38 mouillages, avec des tailles de mouillage qui sont pour des bateaux de 6 mètres, pour des bateaux de 8 mètres, 13 mètres, et pour les plus grandes unités qui sont à 17 mètres. Donc la vitesse est limitée à 5 nœuds, l'utilisation est une utilisation diurne. On ne peut pas rester amarré le soir, tout simplement parce qu'on a ici une zone portuaire, on est juste devant la sortie du port, et donc il n'y a pas de risque pour les bateaux, donc les bateaux peuvent rentrer dans le port. On n'augmente pas la zone avec la possibilité d'aller s'amarrer à autre part. Non, la nuit, on retourne dans le port. On est sur des objectifs de sécurité, et puis on a des installations. La grande zone, par exemple, c'est du 1er juin au 30 septembre. Et la deuxième zone, qui est plutôt ce secteur-là, qui est plutôt adapté au site, c'est plutôt un site de plongée. Et donc là, on a une période qui est un petit peu plus grande, qui va jusqu'au 15 octobre. Parce qu'on n'a pas le même type d'usager sur ce secteur. Ça a été un financement qui a été monté dans le cadre d'un contrat Natura 2000 pour la grande zone, et pour la petite zone qui a été installée, elle, en 2010, et cette zone-là qui a été installée en 2016. Cette petite zone-là, on avait fait partie d'un défi territorial avec l'Agence de l'eau pour monter cette première zone de mouillage. Ce qui fait 44 mouillages au total, qui en fait quand même la plus grande zone de mouillage organisée de la région Occitanie, et sur lequel aujourd'hui on travaille et on gère. Alors, la gestion au quotidien, c'est ça, c'est vraiment de l'information et de la surveillance. L'information, tout simplement parce que les personnes qui viennent sur ce site-là, maintenant aujourd'hui, elles commencent à être connues, donc on commence à baisser un petit peu la garde sur l'information.
Par contre, on continue toujours la surveillance. Et donc l'été, c'est 2 agents qui interviennent du 1er juin à fin août et qui vont discuter tout simplement avec les usagers et pour leur expliquer les raisons de cette zone de mouillage. C'est à peu près une quarantaine de sorties sur juillet-août pour aller à la rencontre des plaisanciers. On est appuyé ponctuellement par les autorités maritimes ou par des agents de la municipalité. Vous avez une photo ici avec des gardes champêtres pour intervenir sur le secteur, sachant que nous, agents de l'aire marine protégée, nous ne sommes pas assermentés, nous ne sommes pas habilités à pouvoir verbaliser dans la zone de mouillage. Donc c'est plutôt de la discussion que nous faisons et de la sensibilisation, de l'information. Aujourd'hui, on a très peu d'infractions sur la zone de mouillage. Les infractions qu'on constate sont surtout des infractions de vitesse. La zone de mouillage est interdite à plus de 5 nœuds. On ne peut pas la traverser à plus de 5 nœuds. Et donc, principalement, aujourd'hui, ce sont des infractions qui sont liées à la vitesse et pas à l'ancrage. Aujourd'hui, les gens utilisent les bouées. Ils utilisent les bouées tout simplement parce que aussi la zone a été bien dimensionnée et bien pensée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a que 2 à 3 journées dans l'été où on a une utilisation à 100% de la zone de mouillage. Le reste du temps, il y a toujours 1 ou 2 bouées qui traînent et qui fait qu'il y a une rotation qui se crée avec les plaisanciers. Donc ça c'est ce qu'on parlait au départ du diagnostic. Si on crée pour 10 bouées et que finalement on a 50 bateaux qui arrivent régulièrement sur le secteur, on crée ce qu'on appelle des conflits d'usage dans le secteur. Donc bien dimensionné, ça fait partie des étapes, d'une étape clé. Aussi, connaître et bien gérer. C'est-à-dire que dès le début, on a défini un protocole de l'efficacité de la zone de mouillage. Donc, on s'est posé les questions de savoir comment devait définir une zone de mouillage. Donc, on a des paramètres écologiques, mais également des paramètres de satisfaction. Est-ce que les gens, finalement, retrouvent le plaisir qu'ils avaient à mouiller sur une zone, maintenant qu'il y a des bouées? Est-ce qu'au niveau paysager, ça leur a créé un impact ou pas? Et est-ce que les professionnels, derrière, ils arrivent à continuer leur activité? Est-ce qu'il y a une plus-value par rapport à ça? Donc ça, c'est quand même très bien d'avoir un T0 quand même avant qu'on crée un projet, de partir d'un point de zéro et de savoir avec ces indicateurs-là, comment on peut les faire évoluer. Et on voyait au début, par exemple, qu'il y avait un manque d'information. Donc on avait l'indicateur, est-ce que vous connaissiez la zone de mouillage qui était plutôt dans le rouge. Et donc au fur et à mesure d'aller vers les professionnels et dans des magasins pour donner des dépliants, et ben aujourd'hui cet indicateur est plutôt dans le vert. Je vous disais tout à l'heure qu'une zone de mouillage doit être adaptative, doit s'adapter. On voit que sur ce graphique-là, qui sont des données de 2010 jusqu'à 2021, on a une évolution des activités. Et c'est vrai que ces derniers temps, on peut le voir, ces deux dernières saisons, on a une forte fréquentation de la plaisance sur le secteur. Alors, est-ce que c'est lié à l'effet Covid? Mais très certainement qu'on a aujourd'hui des gens qui ont plus facilement acheté des bateaux, qui sont sur l'eau aujourd'hui et pour lesquels il faut aujourd'hui gérer cette hausse de la fréquentation. Et c'est vrai que la zone de mouillage, comme vous l'avez vu aujourd'hui, elle a évolué 3 fois. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a fait 3 évolutions dans cette zone de mouillage. On a rajouté des petites bouées, on en a enlevé des grosses parce qu'elles étaient mal placées, on les a déplacées. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, si on avait figé le projet aujourd'hui, ça aurait été plus compliqué. C'est pour ça, dès le départ, on a plutôt défini un périmètre. Et dans ce périmètre-là, aujourd'hui, c'est plus simple d'avoir des avenants, on va dire, pour remettre d'autres bouées ou en enlever pour les déplacer, que si on avait des AOT qui étaient très ponctuels par type de mouillage. La gouvernance, et juste pour revenir sur la plongée, c'est pareil. Au début, quand on a créé la zone de mouillage, les clubs de plongée nous disaient non, il nous faut 6-7 bouées de plongée, parce qu'on a 8 clubs de plongée. On y va tous, on est tous sur le secteur. Sauf que quand on a fait les comptages, on s'est aperçu qu'au maximum, il y avait 3 bateaux de plongée sur le secteur. Donc, c'est-à-dire, on ne va pas mettre 8 bouées si finalement, il y a 3 bateaux de plongée. Donc, ça, ce diagnostic, il est hyper important.
Et on voit qu'aujourd'hui, la deuxième zone de mouillage a créé un déport de l'activité de plongée plutôt autour de l'île. Et bien du coup, qu'est-ce qu'on a fait sur l'autre zone de mouillage, la plus petite? On a enlevé des bouées. Aujourd'hui, on n'en a plus que 6, par exemple. En gouvernance, on a un conseil des mouillages, c'est-à-dire que chaque année, on se réunit avec les autorités, on se réunit avec les usagers et on fait un bilan de la zone de mouillage. On fait un bilan sur les infractions, on fait un bilan sur l'acceptabilité, on fait un bilan sur la tenue et on se projette aussi sur comment on doit faire évoluer la zone de mouillage, comment elle doit évoluer à l'avenir. Donc la concertation et la gestion adaptative. La maintenance, l'installation, je vais aller rapidement là-dessus. Nous, là, c'est à peu près 40 000 € de coûts, c'est-à-dire pour un prestataire, avec un prestataire externe qui vient installer les bouées, donc il les installe, il les contrôle et derrière, pour nous, c'est une assurance, c'est-à-dire que demain, s'il y a un mouillage qui venait à casser ou avec un bateau ou pas un bateau dessus, c'est le prestataire, c'est l'assurance du prestataire qui, derrière, couvre l'intervention. Et ça, c'est question d'assurance et de responsabilité. Je mets le doigt là-dessus pour les collectivités qui aujourd'hui voudraient se lancer là-dedans. Attention, voilà, c'est un point clé à bien prendre en compte parce que, nous c'est un petit bateau, mais quand on voit les gros yachts, un yacht qui finit à la côte, je suppose que le coût n'est pas le même. Et derrière, pour des petites collectivités qui géreraient des zones de mouillage, il faut bien prendre ça en compte derrière pour bien anticiper. Donc nous, on passe par un prestataire et c'est l'assurance du prestataire qui couvre. Ensuite, on est une équipe, on est des plongeurs dans l'équipe, on a 4 plongeurs pros dans l'équipe, donc on s'occupe de désinstaller les bouées. Mais par contre, on a un container, on les met sur site, ça nous prend quelques jours quand même à nettoyer les bouées, à les ranger, à les stocker. Il faut une zone de stockage, il faut de la place, il faut du matériel, c'est assez lourd. Donc attention derrière aussi en termes de gestion courante, j'ai envie de dire, de ces zones de mouillage, c'est que derrière ce matériel-là, il s'abîme, il s'use et il faut l'entretenir. Oui, je suis quasiment fini. La communication, donc sur la communication, voilà, je rejoins ce qui avait été dit juste avant sur l'exemple de Port-Cros. C'est quelque chose d'essentiel parce que tout le monde n'a pas des cartes marines embarquées avec des GPS à bord avec les cartes marines. Il y en a d'autres qui lisent le Midi Libre ou qui vont à la capitainerie ou qui vont passer devant un panneau d'information. Donc il faut user, j'ai envie de dire, de toutes les stratégies de communication pour bien faire connaître cette zone de mouillage. Et plus elle est connue, et bien sûr, plus elle est acceptée, on va dire, et plus elle est bien utilisée au demeurant. Et juste pour finir, donc on a travaillé cette année avec l'entreprise Falco sur une bouée connectée sur lequel on fait des premiers tests là sur une année pour avoir une idée en service un petit peu complémentaire qui permettra, nous, gestionnaires, de connaître la zone de mouillage, c'est-à-dire quelles sont les bouées qui sont occupées et celles qui ne le sont pas, et via l'application qu'on a développée cette année, également de permettre aux plaisanciers de connaître la disponibilité des mouillages sur le secteur. Voilà, j'aurais fini là-dessus. Merci. Merci beaucoup.